Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour beaucoup d'entre nous, le commun des mortels si on peut dire ça comme ça, on est tous déjà tombés amoureux. Parfois ça a marché, parfois non, parfois ça n'a pas marché parce qu'on connaissait mal la personne à qui on avait décidé d'offrir notre cœur. Cette personne pouvait être toxique et généralement ça c'est quelque chose qu'on découvre après coup, malheureusement. Néanmoins, il y a d'autres personnes qui ont décidé d'offrir leur cœur, leur amour, à des personnes qui n'étaient pas que toxiques, qui étaient dangereuses, des personnes considérées comme des monstres par, clairement on peut le dire, le monde entier. On va parler dans cette vidéo de couples très particuliers entre une personne et une autre, mais cette autre personne a été condamnée pour des crimes abominables. Le but, ça va pas être de juger ces différents couples, ces différentes histoires. Le but ici va être tout autre. On va essayer de comprendre comment c'est possible que des personnes puissent tomber amoureuses d'une autre personne qui, à l'évidence, a tout pour repousser quelqu'un. Généralement parce qu'il a commis l'impensable, c'est-à-dire des meurtres. On va se plonger ensemble dans une sorte de mystère psychologique avec des exemples bien concrets. Donc on est parti ensemble pour essayer de comprendre comment des personnes peuvent tomber littéralement amoureuses de monstres. Quand on pense à un tueur en série, on pense d'abord à ses crimes. On pense aux victimes, aux scènes de crime, aux procès, aux condamnations, aux visages figés sur les photos d'archives. On pense à la peur qu'il a laissée derrière lui. On pense au mal qu'il a fait. Et pourtant, autour de certains de ces hommes, il s'est produit autre chose. Des femmes, et parfois aussi des hommes, ont commencé à leur écrire. Pas une fois, pas par curiosité passagère, certains leur renvoyaient des dizaines de lettres. D'autres des centaines, certains ont parlé d'amour, d'autres ont demandé à les épouser. Quelques-uns ont construit autour d'eux une véritable relation. C'est là que notre sujet devient dérangeant, parce qu'on ne parle pas ici d'une simple attirance pour une célébrité ou pour un homme au passé trouble. On parle de personnes condamnées pour des faits connus de tous. Richard Ramirez, par exemple, a été condamné à mort pour les meurtres de 13 personnes avec en plus des abus intimes et des cambriolages. Jeffrey Dahmer est associé à des crimes d'une violence extrême, incluant du cannibalisme. Chris Watt a tué sa femme enceinte et ses 2 filles. Malgré cela, ces hommes ont reçu des lettres d'admiratrices, des cadeaux, des messages intimes, parfois même des photos très personnelles. Le point de départ de la vidéo, il est là. Comment une personne peut-elle regarder un homme dont elle connaît les actes, dont elle connaît les victimes, dont elle connaît la violence et ressentir malgré tout de l'attirance, de l'attachement ou même de l'amour? Comment peut-on entendre les mêmes faits que tout le monde, voir les mêmes images, lire les mêmes détails et arriver à une conclusion radicalement différente? Pour la plupart des gens, ces hommes inspirent le dégoût, la peur ou l'incompréhension. Pour d'autres, ils deviennent des figures vers lesquelles on se tourne, auxquelles on écrit, auxquelles on pense, que l'on veut rencontrer. Le plus troublant, c'est que ce phénomène ne se limite pas à un seul type de profil. Il ne concerne pas uniquement des personnes marginales ou faciles à caricaturer. On peut trouver des profils extrêmement différents. Certaines personnes semblent emportées par une obsession rapide, presque brutale. D'autres construisent une relation sur des mois ou des années. Il y a des femmes très jeunes, d'autres plus âgées, des personnes instruites, insérées socialement, parfois même connues du grand public. Certaines décrivent une fascination immédiate, d'autres parlent d'une relation qui s'est installée lentement, par lettres, par visite, par attente. Et ce phénomène existe aussi chez des hommes, même s'il semble moins fréquent. C'est important de le préciser dès le départ, parce que sinon, on tombe vite dans une explication trop simple. On pourrait être tenté de balayer tout ça d'un coup, d'un revers de main, en disant que ces personnes sont folles, naïves, perverses ou fascinées par le danger. Mais ce serait trop facile. Et surtout, ce serait insuffisant, car dans les témoignages, on voit apparaître des réalités beaucoup plus complexes. Il y a la curiosité d'abord. Une curiosité qui peut commencer par un documentaire, un article, un visage aperçu à la télévision. Il y a ensuite le besoin de comprendre, le désir de savoir qui est réellement cet homme derrière les gros titres. Puis viennent les lettres, et à partir de là, la relation peut prendre une autre forme. Le cas de Richard Ramirez montre bien à quel point cette bascule peut être rapide. Une femme raconte qu'au départ, elle a commencé à s'intéresser à lui par curiosité. Elle voulait savoir qui il était vraiment. Elle regardait des documentaires, cherchait à comprendre, puis elle a fini par lui écrire. Elle ne pensait pas qu'il lui répondrait, mais il l'a fait. La correspondance a commencé, et très vite, cette curiosité s'est transformée en obsession. Elle expliquera plus tard qu'elle voulait tout savoir de lui, qu'elle voulait le voir en face, le regarder dans les yeux, vérifier par elle-même. Puis elle dira clairement qu'elle est tombée amoureuse de lui, tout en reconnaissant qu'elle savait ce qu'il avait fait. Et ce n'est pas un cas isolé. D'autres exemples montrent la même logique. Des personnes découvrent un criminel à travers les médias, puis entrent en contact avec lui alors qu'il est déjà connu, déjà condamné, déjà identifié comme un meurtrier. Ce n'est donc pas toujours l'histoire d'un amour né avant la révélation des crimes. Ce n'est pas forcément une épouse qui découvre après des années de vie commune que l'homme qu'elle aime menait une double vie. Parfois, la relation commence après. Elle commence quand
tout est déjà su, quand les meurtres sont publics, quand les condamnations sont connues, quand l'horreur est déjà sur la table. C'est précisément pour cela que la question est si troublante. Quand un proche découvre, après coup, qu'il a vécu avec un criminel sans rien savoir, on comprend au moins le point de départ. Il y avait un quotidien, une histoire, des souvenirs, une construction affective antérieure à la révélation. Mais ici, dans beaucoup de cas, il n'y a rien de tout cela. Il y a au contraire une attirance qui naît alors même que les crimes font déjà partie de l'identité publique de l'homme. C'est ce décalage qui choque, parce que dans ces histoires, l'horreur n'arrive pas après l'amour, elle est déjà là, et malgré cela, quelque chose commence. Ici, il faut éviter une confusion. Tomber amoureux d'un criminel ne signifie pas toujours la même chose. Certains cas relèvent de l'obsession pure, d'autres de la fascination, d'autres encore d'un attachement qui se construit dans un cadre très particulier, celui de la prison, des lettres, des visites, de la distance, du manque et de l'attente. Dans certains témoignages, on sent une dimension très fantasmatique. Dans d'autres, on sent une relation plus lente, plus installée, plus rationalisée. Le problème, c'est que tout cela est souvent mélangé dans le débat public. On met dans la même case la personne fascinée par un tueur célèbre et celle qui a construit une relation longue avec un détenu condamné depuis des décennies. Pourtant, les mécanismes ne sont pas forcément les mêmes. Il y a aussi une autre raison pour laquelle ce sujet dérange autant. Il oblige à regarder en face quelque chose que l'on préfère souvent éviter. Un criminel ne se présente pas toujours comme un monstre à chaque seconde de son existence. Beaucoup savent écrire, séduire, observer, écouter, flatter, voire rassurer, mettre l'autre au centre. Certains ont du charisme, d'autres savent très bien quelle image envoyer. D'autres encore profitent du fait qu'en prison, tout passe par les mots, par les lettres, par la projection. Et quand une relation se construit à distance, sans quotidien ordinaire, sans vie commune, sans confrontation immédiate au réel, elle peut devenir très intense très vite. C'est précisément ce terrain-là que certaines de ces histoires vont mettre en lumière. C'est pour ça que la vraie question ici n'est pas seulement comment peut-on aimer un homme qui a commis des crimes atroces. La bonne question, ce serait plutôt qu'est-ce qui se met en place dans l'esprit de quelqu'un pour que l'horreur recule au second plan. À quel moment le meurtrier cesse-t-il d'être seulement un dossier criminel, un nom dans un journal ou un visage à la télévision pour devenir quelqu'un à qui l'on écrit, quelqu'un que l'on attend, que l'on défend, parfois même quelqu'un que l'on aime. Et c'est exactement ce que l'on va essayer de comprendre. Pas pour excuser, pas pour romantiser non plus, ou transformer des tueurs en personnages fascinants, mais pour examiner un phénomène humain réel, documenté bien sûr, mais surtout profondément troublant, et souvent beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. Parce qu'à première vue, tout cela semble impossible, et pourtant, cela existe. Des lettres ont bien été écrites, les visites ont eu lieu, et même des mariages ont été célébrés. Des liens se sont formés, et dans certains cas, ceux qui les ont vécus continuent encore aujourd'hui à parler d'amour. Pour comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être attirées par des hommes condamnés pour des crimes atroces, il faut d'abord regarder un élément essentiel, la célébrité. Pas la célébrité au sens classique comme un chanteur, un acteur ou un sportif, une autre forme de célébrité. Une célébrité née de la peur, de la violence, des journaux, la télévision, des procès très médiatisés et des images qui restent imprimées dans l'esprit du public. À partir du moment où un criminel devient un nom connu de tous, il ne reste plus seulement un détenu derrière des murs, il devient une figure publique. Son visage circule, son histoire est racontée partout. Ses photos sont reprises encore et encore. Son nom revient dans les documentaires, les reportages, les débats et même les conversations. Et c'est là qu'un glissement peut commencer. Pour le grand public, cet homme reste un meurtrier. Mais pour une petite minorité, il cesse d'être seulement cela. Il devient quelqu'un que l'on regarde, que l'on suit, qu'on observe et que l'on finit parfois par investir émotionnellement. Ce mécanisme apparaît très clairement dans le cas de Richard Ramirez, condamné à mort pour 13 meurtres avec des abus intimes, des cambriolages. Pourtant, autour de lui, un phénomène parallèle s'est développé. Des femmes lui ont écrit, certaines se sont déplacées, d'autres se sont même disputées son attention. On explique même que, dès son arrivée en prison, des femmes venues de différents endroits affluaient, y compris une jurée qu'il avait pourtant reconnue coupable. Certaines se battaient entre elles pour obtenir son attention. À ce stade, on n'est déjà plus dans une simple curiosité malsaine, on est dans un comportement de fan. C'est précisément pour cela que l'expression de rockstar du crime revient. Elle n'a rien d'exagéré quand on regarde la manière dont certains de ces hommes ont été perçus. Richard Ramirez n'était pas seulement connu, il était suivi, observé, commenté. Son apparence physique faisait l'objet de remarques. Des femmes parlaient de ses cheveux, de ses lèvres, de ses yeux, de sa présence. L'une d'elles dit même très clairement qu'il était beau, qu'il avait un visage attirant et qu'à l'époque elle le voyait comme un homme séduisant.
À partir du moment où ce genre de regard apparaît, le criminel a déjà franchi une étape symbolique. Il n'est plus seulement jugé pour ce qu'il a fait, il est aussi regardé comme une présence, comme un personnage, parfois même comme un objet de désir. Le problème, c'est que cette célébrité ne repose pas sur un talent, ni sur une réussite ou sur une œuvre. Elle repose sur l'horreur. Et pourtant, une fois qu'elle existe, elle produit certains des effets habituels de la célébrité. Il y a des admirateurs, des lettres, des fantasmes et même parfois une forme de compétition entre celles et ceux qui veulent être reconnus par cette figure publique. Un témoignage va même résumer la chose de manière assez brutale. Il serait pour certaines femmes plus facile d'obtenir une réponse de Richard Ramirez que d'une star comme Brad Pitt ou George Clooney. Cette phrase dit beaucoup, elle montre que le criminel médiatisé peut être perçu non seulement comme célèbre, mais aussi comme accessible. Et cette accessibilité change tout. Cela connaît une forme de fascination très particulière. Dans l'esprit de certaines personnes, le criminel célèbre devient presque une exception disponible. Il est connu de tous, mais enfermé. Il est lointain mais joignable, dangereux mais derrière les barreaux. Il fait peur à la société entière, mais il peut répondre à une lettre. Il peut écrire, flatter, donner le sentiment d'un lien direct, d'un échange privilégié, d'une relation spéciale. Et à partir du moment où ce lien commence, la célébrité n'est plus un décor, elle devient un moteur. Parce que la personne qui écrit n'a pas seulement l'impression d'approcher un homme, elle a l'impression d'approcher une figure déjà chargée de mystère, de pouvoir, de notoriété et de transgression. On retrouve exactement la même logique avec d'autres noms très connus. Charles Manson recevait lui aussi des lettres d'amour, des photos et des propositions de mariage. Jeffrey Dahmer, malgré ses crimes d'une violence extrême, a continué à susciter de l'intérêt, y compris chez des femmes qui connaissaient parfaitement son dossier. Chris Watt, qui a assassiné sa femme enceinte et ses 2 filles, a lui aussi reçu des lettres et des photos de la part d'admiratrices. Cela veut dire que le phénomène ne dépend pas uniquement du physique du criminel, ni même de la nature exacte de ses crimes. Il existe aussi parce que ces hommes sont devenus des noms publics, des dossiers célèbres, des figures médiatiques. C'est pour ça qu'il faut être précis. Ce n'est pas seulement une attirance pour le mal, c'est souvent aussi une attirance pour ce que la société a transformé en objet de fascination. Plus un tueur est médiatisé, plus il peut devenir visible. Et plus il est visible, plus il peut susciter des projections. Et encore, plus il suscite des projections, plus certaines personnes peuvent finir par voir en lui autre chose qu'un criminel. Un homme mystérieux, un homme différent, un homme que tout le monde regarde, mais que moi je vais comprendre mieux que les autres. Ce mécanisme n'excuse rien, mais il permet de comprendre comment l'exposition médiatique peut servir de point d'entrée à l'attachement. Un autre point apparaît aussi très nettement. Beaucoup de ces relations ne commencent pas par une rencontre réelle. Elles commencent par une image, un article, un documentaire, une émission de télévision. Dans le cas de Misty, l'intérêt pour Richard Ramirez naît d'abord devant un écran. Elle regarde des films, des documentaires, s'interroge, devient curieuse puis décide d'écrire. Cela signifie que la première version de l'homme qu'elle rencontre n'est pas l'homme réel, c'est une construction médiatique, une figure fabriquée par les images, les récits, les procès et bien sûr l'imaginaire collectif. Et cette première version peut être beaucoup plus puissante que la réalité elle-même. Il faut aussi insister sur un autre point, tout autant capital, cette célébrité brouille la frontière entre être connu et être important. Quelqu'un qui occupe l'espace public finit souvent par apparaître comme quelqu'un qui compte. Et ce, même quand cette présence publique est liée à l'horreur. C'est l'un des pièges les plus profonds du phénomène. Une personne célèbre attire le regard. Une personne sur laquelle tout le monde parle semble avoir du poids. Elle finit par paraître centrale. Or, dans le cas des criminels médiatisés, cette centralité ne devrait jamais être confondue avec une valeur personnelle. Mais chez certaines personnes, cette confusion s'installe quand même. Être vu partout devient une forme de prestige inversé, une forme de pouvoir, de magnétisme. C'est aussi ce qui explique pourquoi certaines admiratrices de tueurs semblent incapables de formuler clairement ce qui les attire. Quand on leur demande pourquoi elles les aiment, les réponses sont souvent floues. Elles parlent d'un sentiment, d'une curiosité, d'une pitié, d'une présence, d'une émotion, d'un trouble. Mais derrière ces réponses, il y a parfois quelque chose de plus simple et de plus dur à admettre. Elles ont été happées par la figure publique du criminel. Pas nécessairement par l'homme réel, mais par ce qu'il représente dans l'espace médiatique, par son aura, son nom, la place qu'il occupe, par le fait qu'il est déjà regardé par des milliers, parfois des millions de gens. Le plus inquiétant, c'est que cette médiatisation peut finir par gommer la gravité des actes dans l'esprit de certaines personnes. Pas complètement, mais suffisamment pour reléguer le crime au second plan. Encore une fois chez Misty, par exemple, on voit très bien le moment où cela bascule. Elle dit qu'elle savait qu'il avait tué, mais qu'elle ne s'en souciait plus vraiment à ce stade, parce qu'elle était déjà tombée amoureuse de l'image qu'elle s'était construite de lui. C'est précisément ce déplacement qui rend le phénomène si dérangeant. Le crime ne disparaît pas, mais il cesse d'être l'élément principal.
À sa place, on trouve autre chose, la fascination, ce sentiment d'être à part, l'obsession, l'idée d'un lien unique avec quelqu'un que le reste du monde ne voit qu'à travers l'horreur. Et c'est là qu'on rejoint la question centrale de notre sujet. Avant même de parler de traumatisme, de besoin de sauver ou de fantasme amoureux, il faut reconnaître une chose. Certains criminels deviennent des célébrités de l'horreur. Et tant qu'ils sont traités comme des figures publiques exceptionnelles, il y aura toujours une petite partie du public pour les regarder autrement. Non plus seulement comme des meurtriers, mais comme des personnages à approcher, à comprendre, à écrire, à aimer peut-être. C'est sur ce terrain-là que tout commence. Et c'est aussi pour cela que le phénomène n'est pas seulement intime, il est aussi social. Il dit quelque chose de notre époque, de notre consommation du crime et de la manière dont la notoriété peut parfois déformer complètement le regard. Il y a un point central dans ce phénomène, et tant qu'on ne l'a pas compris, le reste paraît incompréhensible. Ce n'est pas seulement le criminel qui compte, c'est aussi le cadre dans lequel la relation naît. Et ce cadre change presque tout. Une relation avec un homme condamné à de longues peines ou à la perpétuité ne ressemble pas à une relation ordinaire. Elle ne commence pas par un quotidien partagé. Elle ne passe pas par les habitudes banales, les compromis, l'usure, les tensions concrètes de la vie à deux. Elle commence souvent dans un espace très particulier. La distance, les visites limitées, les lettres, l'attente, l'imagination. C'est ce qui rend ce type de lien si intense. Un homme enfermé a du temps, beaucoup de temps. Du temps pour écrire, répondre, penser à l'autre, envoyer des lettres longues, soignées, parfois très travaillées. Du temps pour flatter, idéaliser, se rendre présent par les mots. Dans ce contexte, la relation peut prendre une forme extrêmement dense très vite. Il n'y a pas de présence physique normale, pas de sexualité ordinaire, pas de vie de couple classique. À la place, il y a une concentration presque totale sur la parole, l'écriture, l'attente et la projection. C'est ce qui peut transformer ce genre de relations en des relations considérées comme extraordinairement intenses. Cette intensité produit un effet extrêmement particulier. La personne libre peut avoir l'impression d'être au centre de tout. Les lettres arrivent, les mots sont choisis, le détenu raconte, explique, parfois séduit, demande des choses, observe. Il n'y a pas de dispersion. Il n'y a pas les petits gestes du quotidien, mais il y a parfois une très forte densité émotionnelle. Certains envoient aussi des dessins, des poèmes, des cadeaux fabriqués en prison ou des lettres qui deviennent de plus en plus intimes. La relation prend alors une forme qui peut sembler plus forte qu'une relation normale, simplement parce qu'elle est concentrée sur quelques canaux très puissants. C'est exactement ce qu'on voit avec Misty et Richard Ramirez. Au départ, elle est curieuse, puis elle lui écrit, il répond. Très vite, la correspondance s'installe. Les lettres commencent par parler des sentiments, puis deviennent beaucoup plus intimes. Elle raconte avoir écrit des centaines de lettres, peut-être même jusqu'à 1 millier. À partir de là, elle n'est plus simplement en train de suivre une affaire criminelle, elle est entrée dans une relation à distance, mais une relation quand même. Et comme tout passe par les lettres, par l'attente et par l'imaginaire, l'intensité peut grimper très vite. C'est aussi pour cela que la prison peut favoriser l'idéalisation. Quand une relation ne passe pas par la vie quotidienne, il manque tout ce qui, en temps normal, vient corriger l'image qu'on se fait de l'autre. Il n'y a pas les disputes pour des choses banales, il n'y a pas la fatigue du quotidien. Le linge, les courses, les horaires, les mauvaises humeurs, les agacements, les habitudes qui finissent par user. Dans ce type de relation, on échappe à une partie de ce qui constitue la réalité concrète d'un couple. Cela peut donner l'impression d'un lien plus pur, plus fort et plus intense, alors qu'en réalité, il est aussi protégé d'une grande partie de l'épreuve du réel. Et ce point est capital, parce qu'une relation protégée du quotidien peut paraître plus belle qu'elle ne l'est réellement. Quand on n'a accès qu'aux lettres, aux visites préparées et aux conversations choisies, à quelques moments rares, on peut construire une image très concentrée de l'autre. Une image sans usure, sans friction, presque suspendue. L'homme incarcéré peut alors apparaître comme extrêmement attentif, présent, investi. En face, la personne libre peut avoir le sentiment de vivre quelque chose de plus rare, de plus fort, de plus profond qu'une relation ordinaire. Le cas de Phoebe montre une autre version de ce mécanisme-là. Ici, on n'est plus dans la fascination rapide pour un tueur célèbre. On est dans une relation qui s'inscrit dans la durée. Elle visite cet homme en prison. Ils tombent progressivement amoureux, se marient, ont des enfants dans ce cadre-là, construisent des souvenirs, des rituels, des trajets, des lieux associés aux visites. Elle parle de certaines années comme des plus belles de sa vie, et pour elle, la prison n'a pas seulement été un obstacle, elle est aussi devenue le décor dans lequel la relation s'est construite. Cela montre que le lien carcéral ne produit pas seulement de l'obsession ou du fantasme intime, il peut aussi devenir une structure de vie entière. Ce qui rend ces situations parfois difficiles à comprendre de l'extérieur, c'est que la distance n'affaiblit pas toujours le lien. Parfois, à l'inverse, elle le renforce.
parce que le manque alimente l'attente, parce que les visites sont rares donc précieuses. Chaque échange compte davantage, on ne prend pas l'autre pour acquis. Un homme interviewé a raconté qu'il a vécu pendant des décennies une relation avec Susan Atkins. Et il explique justement qu'ils ne se disputaient presque jamais et qu'ils prenaient très au sérieux le peu de temps qu'ils pouvaient passer ensemble. Il dit que quand on ne se voit que quelques heures, quand on sait qu'un transfert ou une décision administrative peut tout compliquer, chaque moment change de valeur. Mais c'est aussi là que se trouve le piège. Une relation aussi compressée, aussi encadrée, aussi dépendante de la distance peut facilement donner l'impression d'être exceptionnelle, alors qu'elle est aussi partiellement fabriquée par sa propre privation. Plus quelque chose est rare, plus il peut sembler précieux. Plus quelque chose est inaccessible, plus il peut paraître intense. Et dans le cas d'un détenu, cette rareté est permanente. Le lien devient presque sacralisé par l'attente. On attend la lettre, on attend l'appel, on attend la visite, une décision, une permission. Toute la relation peut alors se mettre à tourner autour du manque. Et il faut aussi dire une chose très simple. Dans ce cadre, l'autre peut rester en grande partie une projection. Même quand les échanges sont sincères, même quand l'attachement paraît réel, la prison filtre le rapport à la personne. On ne voit pas l'homme dans toutes les dimensions de sa vie, on le voit dans un cadre précis, dans des moments précis, dans une relation très cadrée. Cela ne veut pas dire que tout est faux, mais cela veut dire que le lien peut se construire sans jamais être entièrement confronté à la réalité ordinaire. Et cette absence de confrontation laisse beaucoup de place à l'imaginaire. C'est exactement pour cela que certaines de ces relations semblent tellement intenses au début, puis se fissurent quand elles touchent enfin au réel. Avec Misty, la correspondance avait créé un monde à part. Il y avait des lettres, du désir, une tension, des fantasmes, mais au moment de la rencontre physique, quelque chose casse. Le lien qui s'était construit par écrit ne résiste pas complètement à la présence réelle de Ramirez. Le décalage entre l'homme imaginé et l'homme face à elle devient trop grand. Cela montre bien que, dans certaines histoires, ce n'est pas seulement la personne qui est aimée, c'est aussi la version imaginaire de cette personne rendue possible par la distance. En réalité, la prison fabrique un terrain très particulier. Elle peut intensifier, idéaliser, elle peut protéger la relation de certaines réalités et aussi donner à la personne libre un rôle central, presque exclusif dans la vie du détenu. Et pour certaines personnes, ce rôle compte énormément. Être celle ou celui qui écrit, qui visite, qui comprend, qui reste et qui attend, cela peut donner le sentiment d'un lien unique, un lien plus fort que les autres, plus pur, qui se vit contre tout le monde. Et ce sentiment à lui seul peut devenir extrêmement puissant. C'est pour cela que le phénomène ne peut pas être réduit à une simple attirance pour le crime. La prison change la forme même de la relation. Elle la concentre, la dramatise, la raréfie, elle la rend plus intense, parfois même l'idéalise. Et une fois qu'on comprend ça, on commence à voir pourquoi certaines personnes peuvent s'attacher aussi fortement à quelqu'un qu'elles ne voient pourtant presque jamais. Ce n'est pas malgré la distance que le lien devient fort, c'est souvent en grande partie à cause d'elle. Une relation à distance peut devenir très intense. Elle peut donner le sentiment d'être unique, profonde, rare, mais cette intensité a une faiblesse. Elle repose souvent sur une image incomplète. Tant que le lien vit surtout à travers les lettres, les appels, les visites préparées à l'attente, il laisse beaucoup de place à l'imagination. Or, dès que la réalité s'impose avec plus de force, cette image peut se fissurer très vite. C'est là que le phénomène devient particulièrement révélateur, parce que dans certains cas, ce n'est pas la relation elle-même qui tient la personne, c'est la version mentale qu'elle s'est construite de l'autre. Si l'on reprend le cas de Misty avec Richard Ramirez, on a sans doute là l'exemple le plus clair. Au départ, il y a la curiosité, puis l'obsession, puis les lettres. Elle veut savoir qui il est réellement. Elle veut le connaître, le comprendre, le regarder en face. La correspondance devient intime, sensuelle, chargée de fantasmes. Elle explique qu'elle a écrit peut-être 1 millier de lettres. Tout cela construit peu à peu un monde à part, une bulle émotionnelle dans laquelle Ramirez n'est plus seulement le Night Stalker, mais un homme avec qui elle entretient un lien personnel. Et puis arrive le jour de la rencontre. À ce moment-là, l'image rêvée n'est plus seule. Elle doit coexister avec la présence réelle de l'homme. Ce qu'elle décrit ensuite est très important parce que cela montre à quel point le passage du fantasme au réel peut être brutal. Elle raconte qu'au moment de la visite, elle se sent comme figée, presque incapable de bouger. Elle parle d'un état de sidération, comme si elle était prise en quelque chose de beaucoup plus fort que ce qu'elle avait imaginé. Elle dit même avoir eu l'impression d'être comme possédée ou bloquée face à lui. Ce langage montre une chose simple, la rencontre ne confirme pas le fantasme, elle le dérègle. Ce qui casse ensuite est encore plus révélateur. Elle raconte qu'à un moment, tout s'effondre.
L'image idéalisée qu'elle avait construite autour de lui éclate. Elle dit que c'est comme si sa bulle avait explosé et qu'elle était revenue à la réalité. Cette phrase est essentielle parce qu'elle résume parfaitement ce que produit parfois une relation née dans la distance. Tant que l'autre reste partiellement inaccessible, il peut conserver une puissance énorme dans l'imaginaire. Mais dès qu'il devient trop concret, trop présent, trop réel, le charme peut tomber d'un seul coup. Cette rupture entre l'image et la réalité ne veut pas dire que tout était faux avant. Cela veut dire que la relation était portée par une construction psychique très forte. Les lettres, les fantasmes, l'attente, le désir de comprendre, cette fascination pour le personnage médiatique. Tout cela avait créé une version de Ramirez qui fonctionnait à distance, mais cette version n'était pas forcément capable de survivre à l'expérience physique de l'homme réel. Il y avait d'un côté le personnage imaginaire, celui qui écrivait, qui répondait, qui entretenait le lien, et de l'autre, il y avait l'homme en face, avec sa présence, son comportement, son corps, sa manière d'occuper l'espace. Ce décalage a suffi à briser l'ensemble. Ce type de bascule est fondamental, parce qu'il permet de distinguer plusieurs choses qu'on confond souvent. On parle facilement d'amour, mais dans certains cas il s'agit plutôt d'une fixation, d'une obsession, d'une attirance nourrie par la distance et la projection. La personne croit aimer l'autre et ce sentiment peut être sincère, mais ce qu'elle aime en grande partie, c'est parfois la place qu'il a prise dans son esprit, une place faite d'attentes, de tensions, d'interdits, de notoriété, de fantasmes et de mystères. Ce n'est pas un sentiment inventé, c'est un sentiment réel, mais il peut porter moins sur la personne réelle que sur la construction mentale qui s'est formée autour d'elle. Quand des femmes ayant eu ce genre de relation ont été interrogées, les journalistes qui se trouvaient en face montrèrent un certain malaise. Par exemple, celle qui a pu rencontrer Misty explique qu'elle n'a pas senti de véritable amour. Ce qu'elle a pu percevoir, c'est quelque chose de plus froid, quelque chose de presque fanatique. Voyeur, presque sans intimité. Son impression n'est pas une preuve absolue, mais elle met le doigt sur une différence importante. Il existe des relations où la personne semble moins attachée à un individu qu'à la figure qu'il représente, moins à un homme qu'à un rôle, une aura, un interdit, un objet de fascination. C'est là que le réel joue un rôle décisif. Le réel oblige à voir ce que l'imaginaire peut masquer. Il oblige à sortir du récit intérieur que l'on sait raconter. Il impose la personne telle qu'elle est et pas seulement telle qu'on l'a rêvée. Dans le cas de Ramirez, cela signifie aussi être confronté à un homme qui n'est plus seulement un nom connu, un visage de procès ou une signature au bas d'une lettre. Il devient un détenu présent, imposant, dérangeant, potentiellement terrifiant. Et à partir de là, ce qui fonctionnait dans le cadre du fantasme cesse parfois de fonctionner. Cette idée est essentielle parce qu'elle permet d'éviter une erreur. On pourrait croire que plus une relation dure à distance, plus elle prouve sa profondeur. Mais la durée ne suffit pas à elle seule. Ce qui compte, c'est aussi la manière dont le lien résiste quand il rencontre le réel. Or, certains liens se renforcent au contact du réel, tandis que d'autres se défont presque immédiatement. Cela montre qu'il existe plusieurs niveaux dans ce phénomène. Certaines personnes sont captées par une image qui ne tient que tant qu'elle reste partiellement inaccessible, d'autres parviennent à maintenir un attachement dans le temps, même en affrontant les aspects les plus lourds et les plus concrets de la situation. Le contraste entre Misty et d'autres cas plus durables est justement très utile. Avec elle, la réalité casse la dynamique. Avec d'autres, la réalité ne détruit pas la relation, mais la transforme. Cela signifie qu'on ne peut pas mettre toutes ces histoires dans la même catégorie. Certaines sont très largement alimentées par l'obsession et le fantasme, d'autres reposent sur un attachement qui survit à des années de visites, de contraintes, d'humiliations administratives, d'attentes et de grandes frustrations. Cette distinction est essentielle si l'on veut comprendre ce sujet sérieusement, sans tout réduire à une caricature. Mais même quand le lien semble plus solide, le fantasme ne disparaît jamais complètement. La prison filtre toujours la relation, elle limite ce qui peut être vu, partagé et même éprouvé. Elle laisse toujours une place à l'idéalisation. C'est pourquoi le mur de la réalité ne tombe pas seulement au moment d'une première visite, il peut aussi apparaître plus tard, quand l'image romantique se heurte au comportement réel du détenu, à sa violence passée, à son absence de remords, à son égocentrisme, ou tout simplement à la fatigue du temps. Chez Misty, ce mur apparaît très vite. Chez d'autres, il peut mettre des années à se dresser, mais il existe toujours comme une possibilité. Au fond, ce chapitre montre quelque chose de simple. L'imaginaire peut ouvrir la porte, la distance peut nourrir l'intensité, la célébrité peut déclencher la fascination. Mais tôt ou tard, la question revient toujours. Qu'est-ce qu'il reste quand l'image se fissure? Qu'est-ce qu'il reste quand on n'est plus seulement face à un nom célèbre, à un fantasme, à une lettre, mais face à la réalité de l'homme? Dans certaines histoires, presque rien. Et c'est précisément là que l'on comprend que ce n'était pas l'amour d'une personne qui tenait tout l'édifice, mais l'amour d'une image.
Toutes les personnes qui se rapprochent d'un criminel ne le font pas pour les mêmes raisons. Certaines semblent attirées par la célébrité du tueur, d'autres par l'intensité de la relation à distance, d'autres encore par une forme de fascination très difficile à formuler, mais il existe aussi un autre mécanisme plus discret, souvent plus valorisant pour la personne qui le vit, et donc plus difficile à repérer, le besoin de sauver. L'idée que derrière le monstre, il y aurait un homme que l'on pourrait comprendre, réparer, guider, transformer, ou même réhabiliter. Ce mécanisme revient clairement. Un psychiatre a été interrogé sur le sujet, et parmi les explications qu'il a pu avancer, il y a ce qu'il appelle le complexe du sauveur. Certaines personnes ne sont pas attirées seulement par l'interdit ou par la notoriété, elles ont le sentiment qu'elles pourraient faire du bien à un homme, qu'elles pourraient être différentes des autres, qu'elles pourraient l'atteindre là où personne ne l'a atteint ou encore l'aider à devenir meilleur. Dans leur esprit, la relation ne consiste pas seulement à aimer un criminel, elle consiste à jouer un rôle essentiel dans sa transformation. C'est une logique puissante parce qu'elle permet de donner un sens moral à une situation qui, vue de l'extérieur, paraît absurde ou choquante. Aimer un homme coupable de crimes atroces est déjà difficile à admettre publiquement. Mais croire qu'on peut l'aider, le changer, le comprendre mieux que tout le monde ou lui offrir une chance que personne ne lui offre, cela permet de transformer la relation en mission. Et une mission est plus facile à défendre qu'une simple fascination. Elle donne à la personne une place centrale, presque héroïque. Elle n'est plus celle qui s'attache à un monstre, elle devient celle qui voit encore l'humain, là où les autres ne voient plus rien. Ce mécanisme apparaît très nettement dans certaines histoires. Le cas de James Whitehouse et Susan Atkins est particulièrement cohérent ici. Susan Atkins faisait partie du groupe de Charles Manson et a participé au meurtre de Sharon Tate alors enceinte de 8 mois. James, lui, raconte qu'il la voit à la télévision dans les années 1980 alors qu'elle parle de son passé et de la drogue. À partir de là, il se rapproche d'elle. La relation se construit, il finit par l'épouser, puis consacre une immense partie de sa vie à l'aider. Il étudie le droit, entre à la Harvard Law School, apprend à défendre les dossiers de libération conditionnelle, plaide sa cause et finit même par aider d'autres détenus. Dans son cas, l'amour est inséparable d'une volonté très concrète d'agir pour elle. Ce point est important parce qu'il montre que le besoin de sauver n'est pas seulement un discours vague, il peut structurer toute une existence. James ne dit pas qu'il voulait seulement vivre une histoire hors norme, il dit qu'elle a changé sa vie, qu'elle l'a poussé à aller plus loin intellectuellement, et que lui, en retour, a voulu l'aider de toutes les manières possibles. Il explique qu'il ne l'a pas épousée pour la faire sortir de prison, mais pour passer sa vie avec elle. Pourtant, dans les faits, sa vie entière se met aussi à tourner autour de sa défense, de sa cause, de sa survie, de ses chances de libération. Dans ce type d'histoire, aimer et sauver deviennent presque impossibles à séparer. Le cas d'une personne appelée Phoebe suit une logique un peu différente, mais touche lui aussi à cette idée. Elle tombe amoureuse d'un homme condamné, le visite pendant des années, construit une famille avec lui, garde l'espoir de sa sortie et raconte le combat permanent contre les refus, l'attente et la fatigue. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'un attachement passif, il y a une part de lutte, une part de fidélité active, une volonté de tenir, de croire encore, d'accompagner quelqu'un que tout le système maintient à distance. Ce n'est pas la même configuration que face à un tueur célèbre, mais on retrouve la même idée, être celle qui reste, celle qui continue, celle qui jamais ne renonce. Ce besoin de sauver peut aussi prendre une forme plus psychologique que juridique. Dans certains cas, la personne n'essaie pas de sortir le détenu de prison, elle essaie plutôt de voir en lui quelque chose que le reste du monde aurait ignoré. Elle peut penser que personne ne l'a jamais vraiment compris, qu'il a lui-même été brisé par son passé, qu'il a été abandonné, mal aimé, déformé par la vie et que sa violence ne résume pas toute sa personne. À partir de là, elle peut se sentir investie d'une responsabilité. Le lien devient alors une manière de réparer ce qui, selon cette personne, a été détruit chez lui. C'est un mécanisme délicat parce qu'il peut se présenter sous un jour très noble. Vouloir croire qu'un être humain n'est pas réductible à son pire acte. Vouloir voir une part de conscience, de fragilité ou de potentiel de changement. Cela peut sembler profondément humain. Et dans certains cas, il existe effectivement des détenus qui changent, qui vieillissent, qui regrettent, qui reformulent leur passé et qui se tournent même vers la religion ou vers d'autres formes de reconstruction. Mais ce qui rend la situation dangereuse, c'est que le besoin de sauver peut aussi faire oublier le réel. Il peut conduire à sous-estimer la violence des actes, à croire trop vite à la sincérité du changement ou à s'attacher davantage au rôle de sauveur qu'à la personne elle-même. C'est là que ce mécanisme rejoint quelque chose de plus profond. Il donne à la personne libre un rôle exceptionnel. Dans une relation ordinaire, on peut aimer, soutenir, aider. Mais dans une relation avec un détenu condamné pour des crimes très lourds, aider prend une toute autre dimension. On n'est plus seulement la compagne ou le compagnon, on devient parfois la seule personne qui reste, celle qui écrit, celle qui défend, celle qui croit encore, qui maintient un lien avec le monde extérieur.
Cette place peut être extrêmement valorisante. Elle peut donner le sentiment d'avoir une importance unique, et ce sentiment peut renforcer le lien encore davantage. Il faut aussi ajouter une autre nuance. Le besoin de sauver n'est pas toujours tourné seulement vers l'autre, il peut aussi répondre à un besoin intérieur. Aider quelqu'un de profondément abîmé peut donner un sens à sa propre vie, une direction, une identité, une utilité. On ne sauve pas uniquement pour l'autre, on sauve parfois aussi pour se sentir nécessaire, pour se prouver quelque chose, pour occuper une place irremplaçable. C'est ce qui rend ce type de relation si puissant. L'attachement n'est pas seulement sentimental, il touche aussi à la valeur que l'on se donne à soi-même. C'est pour cela que ces relations peuvent durer même quand tout, objectivement, devrait les fragiliser. L'éloignement, la prison, la honte sociale, les années perdues, même les refus administratifs et les crimes commis, ou l'image publique du détenu, tout cela devrait suffire à décourager. Mais si la personne se vit aussi comme celle qui soutient, qui relève et qui aide, alors la relation ne repose plus seulement sur l'amour au sens classique, elle repose aussi sur une identité morale. Renoncer à la relation dans ce cas, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est aussi perdre un rôle, un sens, une mission. On comprend donc ici une chose essentielle. On ne tombe pas toujours amoureux d'un criminel parce qu'on aime le mal ou parce qu'on est fasciné par la violence. Parfois, on tombe amoureux en croyant voir un être brisé qu'on pourrait relever, un homme qu'on pourrait transformer ou une âme perdue que l'on serait enfin capable de comprendre. Et dans ce cas, la relation prend un visage beaucoup plus acceptable pour celui ou celle qui la vit. Ce n'est plus seulement un attachement dérangeant, cela devient une mission affective, parfois existentielle. Et c'est précisément ce qui peut rendre ce type de lien si profond, si durable et si difficile à interrompre. Il existe parfois une autre explication, plus douloureuse, plus intime, et souvent beaucoup plus difficile à voir depuis l'extérieur. Certaines personnes qui s'attachent à des criminels ne sont pas seulement attirées par la célébrité, l'intensité ou par le besoin de sauver. Elles arrivent parfois dans ces relations avec un passé déjà marqué par la violence, l'abandon, l'humiliation ou l'abus. Et ce passé peut modifier profondément la manière dont elles perçoivent le danger, la sécurité et l'amour. Parmi ce genre de mécanismes, il y a l'idée qu'un historique de traumatisme peut jouer un rôle central, et il ne s'agit pas d'une formule vague. Un psychiatre décrit des profils de personnes qui ont connu des violences physiques, intimes ou émotionnelles, parfois dans l'enfance, parfois dans des relations de couple, et qui peuvent ensuite être attirées par des formes de liens qui reproduisent, d'une manière ou d'une autre, quelque chose de ce qu'elles ont déjà connu. Ce n'est pas nécessairement conscient, ce n'est pas toujours volontaire, mais une personne marquée par la violence ne cherche pas toujours ce qui est sain. Elle peut être attirée par ce qui lui semble familier. C'est un point essentiel parce qu'il va contre une intuition très répandue. On imagine souvent que, lorsqu'on a souffert, on cherche automatiquement la sécurité. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est familier peut sembler plus accessible que ce qui est vraiment stable. Une personne qui a grandi dans un climat de peur, de tension ou d'instabilité peut avoir intégré des modèles de relations dans lesquels l'amour, la domination, le manque et la souffrance sont déjà mêlés. Plus tard, lorsqu'elle entre dans une nouvelle relation, elle ne choisit pas forcément ce qui la protège, elle peut aller vers ce qu'elle reconnaît inconsciemment. Dans le cadre qui nous intéresse, ce mécanisme produit un paradoxe très fort. Un homme extrêmement violent, condamné pour meurtre, peut parfois sembler plus sûr qu'un homme libre, non pas parce qu'il est inoffensif, mais parce qu'il est enfermé. Et c'est une idée qui revient souvent dans les analyses. Certaines femmes peuvent ressentir un sentiment de contrôle précisément parce que l'homme est derrière les barreaux. Il est dangereux en théorie, mais à distance. Il peut écrire, séduire, manipuler, fasciner, mais il ne peut pas surgir dans le quotidien de la même manière qu'un partenaire libre et physiquement présent. C'est là que le sujet devient très trouble. Pour une personne qui a connu des relations abusives, le lien avec un détenu peut offrir une forme de sécurité paradoxale. Il y a de la distance, il y a des horaires, des règles, une séparation matérielle imposée. La relation peut être intense, mais elle reste encadrée. Le détenu ne décide pas de venir quand il veut. Il ne partage pas le quotidien, il ne contrôle pas chaque mouvement. Et pour quelqu'un qui a vécu sous emprise, ce cadre peut donner une impression nouvelle, celle de tenir enfin les limites de la relation. Autrement dit, la prison peut transformer un homme objectivement dangereux en figure subjectivement gérable. C'est un paradoxe total, mais c'est justement ce qui fait la force de ce type de lien pour certaines personnes. Elles ne se sentent pas forcément attirées par la violence brute, elles peuvent se sentir attirées par une version tenue à distance de cette violence. Une version qu'elles peuvent approcher sans la subir physiquement au quotidien, qu'elles croient pouvoir maîtriser ou du moins contenir. Et dans ce cadre-là, la relation peut paraître moins menaçante qu'une relation classique avec quelqu'un de libre, imprévisible, présent et potentiellement envahissant. Il faut aussi comprendre que ce sentiment de contrôle peut être profondément réparateur dans l'esprit de la personne.
Quelqu'un qui a longtemps été dominé, rabaissé ou violenté peut trouver dans ce type de relation une forme de renversement. Pour une fois, c'est elle qui choisit quand elle écrit, quand elle visite, si elle répond jusqu'où elle s'implique. Pour une fois, la relation semble ne pas vouloir la déborder de la même manière. C'est en cela que le phénomène est si complexe. Il peut donner une impression de sécurité à quelqu'un qui, en réalité, s'attache à une figure très lourde, problématique, parfois profondément manipulatrice. Car ce sentiment de contrôle n'est pas forcément réel. Il peut être partiel, fragile, parfois illusoire. Un détenu charismatique, intelligent, habitué à lire les failles des autres, peut très bien apprendre à utiliser ce cadre lui aussi. Il peut savoir quoi écrire, quoi promettre, quoi refléter, quelle image donner, quel rôle jouer. Il peut faire naître chez l'autre le sentiment d'être comprise, attendue, choisie et même valorisée. Et si la personne en face a déjà un passé de blessure affective, elle peut être particulièrement sensible à ce type de dynamique. Ce n'est plus seulement une relation, cela peut devenir une forme d'emprise émotionnelle à distance. On comprend alors pourquoi certaines personnes restent si longtemps dans ce genre de lien. Il n'y a pas seulement le criminel, il y a aussi tout ce que la relation vient toucher en elle. Le besoin de sécurité, le besoin d'être choisi, d'avoir de l'importance, de rejouer un schéma ancien dans une version qui semble enfin maîtrisable. C'est ce qui rend ces histoires si difficiles à juger de l'extérieur. De loin, on voit seulement le côté plutôt absurde. Une personne libre, intelligente parfois, qui s'attache à quelqu'un enfermé pour des crimes atroces. Mais à l'intérieur, la logique peut être beaucoup plus profonde, plus ancienne, et beaucoup plus liée à la structure même de son histoire personnelle. Mais on se doit d'être prudent ici. Comprendre ce mécanisme ne veut pas dire réduire toutes les personnes concernées par ce phénomène à un traumatisme. Ce serait faux. Toutes celles et ceux qui tombent amoureux de criminels n'ont pas un passé de violence ou d'abus, mais dans un certain nombre de cas, cette clé aide à comprendre pourquoi un lien qui paraît impensable de l'extérieur peut sembler supportable, voire rassurant, de l'intérieur. Le cadre carcéral donne une distance, le passé traumatique donne un terrain, et la combinaison des deux peut rendre la relation non seulement possible, mais psychologiquement cohérente pour la personne qui la vit. Cette idée éclaire aussi une autre confusion fréquente. On pourrait croire que ces personnes manquent simplement de lucidité. En réalité, certaines savent très bien que l'homme est dangereux. Elles connaissent ses crimes, elles savent ce qu'il a fait. Ce n'est pas toujours l'ignorance qui les maintient dans le lien. C'est parfois le fait que ce danger, mis à distance par la prison, entre dans une configuration psychique qu'elles peuvent supporter, voire qu'elles interprètent comme moins menaçante que d'autres formes de relations qu'elles ont déjà connues. C'est ce renversement qui dérange autant. Un homme que tout le monde fuit peut apparaître, dans certaines conditions, comme plus accessible ou plus maîtrisable qu'un homme ordinaire. En réalité, on peut conclure ce chapitre avec une chose très dure. Pour certaines personnes, aimer un homme dangereux ne relève pas uniquement de la fascination ou de l'irrationnel. Cela peut aussi s'inscrire dans une histoire plus ancienne, dans des blessures qui ont déplacé les repères, dans une manière d'associer l'amour à la peur, à la domination, au manque ou à la réparation. Et quand la prison vient encadrer cette relation, elle peut donner l'illusion d'un espace sécurisé, alors même que la dynamique émotionnelle reste profondément risquée. C'est pour cela qu'on ne peut pas comprendre ce sujet sérieusement sans parler de traumatisme, d'emprise et de ce faux sentiment de contrôle qui, pour certaines personnes, change tout. Une question devient inévitable. Quand une personne affirme aimer un criminel, de quoi parle-t-on exactement? D'amour au sens habituel du terme? D'une obsession? Une projection? Une dépendance émotionnelle? Ou bien un mélange de tout cela à la fois? Cette question est essentielle parce que tant qu'on appelle tout amour sans distinguer les situations, on mélange des réalités très différentes et on finit par ne plus rien comprendre. Quand on analyse plusieurs cas de relations amoureuses entre criminels et personnes libres, on constate qu'il y a des profils qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux. D'un côté, il y a des cas où la dynamique ressemble clairement à une fascination obsessionnelle. C'est le cas de Misty avec Richard Ramirez. Elle explique au départ être devenue curieuse, puis très vite complètement absorbée. Elle voulait tout savoir de lui, tout comprendre, tout voir par elle-même. Elle parle d'obsession de manière explicite, et la relation par lettres devient très intense, mais lorsqu'elle le rencontre réellement, tout s'effondre. Ce type de trajectoire ressemble moins à un amour construit qu'à une fixation nourrie par la distance, la célébrité, le fantasme et l'attente. Dans ce genre de cas, on peut parler d'un attachement réel sur le plan émotionnel, mais cela ne suffit pas forcément à en faire une relation amoureuse solide. L'émotion existe, il y a du désir, oui, l'impression d'être lié à quelqu'un qui existe. Mais ce qui tient l'ensemble, c'est surtout cette image mentale, l'intensité de la correspondance, le caractère interdit ou exceptionnel de la situation. Tant que tout reste à distance,
Le sentiment peut paraître immense, pourtant dès que la réalité entre plus frontalement dans la relation, cette construction peut se désagréger. Tout cela montre bien qu'on n'est pas toujours face à un amour ancré dans la connaissance réelle de l'autre, on est parfois face à une relation qui repose largement sur l'obsession et la projection. A l'inverse, d'autres histoires ont une texture différente. Le cas de Phoebe, dont on a déjà parlé, ne ressemble pas à celui de Misty. Là, on ne voit pas une femme happée par la notoriété d'un tueur célèbre, on voit une relation longue, structurée, installée dans la durée, avec des visites pendant des décennies, un mariage, des enfants, des habitudes, des lieux de mémoire, avec des joies et des épreuves répétées. Que l'on comprenne ou non ce choix, on est ici dans une relation qui a résisté au temps, à la prison, à l'usure, au refus de libération et aux contraintes concrètes. Ce n'est pas la même chose qu'une obsession née d'un dossier criminel médiatisé. Le cas de James Whitehouse et Susan Atkins appartient lui aussi à cette autre catégorie. Leur relation dure plus de 20 ans. Il ne s'agit pas seulement de fantasmes échangés par courrier, il s'agit d'un engagement durable avec un investissement concret, de la présence, du soutien constant et même une réorientation complète de la vie de James vers le droit pour mieux aider Suzanne. On peut contester le bien fondé de ce choix, on peut être choqué par l'objet de cet amour, mais on ne peut pas le réduire à une pulsion brève ou à un simple engouement humain. Là encore, quelque chose de plus structuré s'est mis en place. C'est précisément pour cela qu'il faut éviter les explications trop simples. Dire que toutes ces personnes sont folles, perverses ou attirées par les monstres ne tient pas dès qu'on regarde les cas de près. Certains profils relèvent en effet davantage de la fascination ou de l'obsession, d'autres relèvent d'un attachement durable, inscrit dans le temps, nourri, avec une lutte commune contre le système carcéral ou l'idée d'une vie entière construite autour de ce lien. Tout mettre dans le même sac serait une erreur. Il y a aussi un autre élément qui complique tout. Une relation peut commencer dans l'obsession et se transformer ensuite en autre chose. Elle peut aussi commencer dans une démarche de soutien ou de curiosité, puis glisser vers une dépendance émotionnelle. Les catégories sont utiles pour comprendre, mais elles ne sont pas toujours hermétiques. Une personne peut être attirée au départ par la célébrité du criminel, puis découvrir en lui une présence émotionnelle plus forte. Une autre peut croire vivre un amour profond alors qu'elle est surtout nourrie par le rôle qu'elle joue, par la mission qu'elle s'attribue ou par l'intensité artificielle du cadre carcéral. Dans beaucoup d'histoires, plusieurs mécanismes se superposent. Il faut donc poser une distinction plus précise. L'amour suppose en principe une connaissance réelle de l'autre, une capacité à intégrer ses défauts, ses limites, sa part concrète et malgré cela à rester attaché. L'obsession, elle, fonctionne autrement. Elle se nourrit d'autre chose, de l'attente, du manque, de l'interdit, de l'image amplifiée. Elle peut être extrêmement forte, sincère dans le ressenti, mais elle n'implique pas forcément une connaissance profonde de la personne réelle. Or, dans plusieurs des cas qu'on a pu évoquer, on voit bien que le lien s'est d'abord construit à partir d'une figure publique, d'un visage vu à l'écran, d'une aura criminelle et d'un échange à distance, ce qui laisse une grande place à l'obsession. Il existe enfin une troisième possibilité. Cette possibilité, c'est que le terme amour soit en réalité un autre besoin, mais un besoin si fort qu'il prend la forme de l'amour, le besoin d'être choisi, d'être unique, d'avoir un rôle essentiel, de sauver, de rejouer un schéma ancien dans un cadre apparemment contrôlable. Dans ce cas, le mot amour n'est pas forcément mensonger, mais il recouvre quelque chose de plus complexe. On aime peut-être réellement, mais on aime aussi la place qu'on occupe, la mission qu'on se donne, l'intensité que toute cette relation procure, ou alors le sentiment d'exception qu'elle fait naître. C'est justement ce qui rend ce phénomène si difficile à juger de l'extérieur. Quand on entend une personne dire « je l'aime », on a tendance à croire que ce mot renvoie à la même réalité pour tout le monde. Or, ici, dans notre sujet, ce n'est pas le cas. Chez certains, il désigne une fixation obsessionnelle. Chez d'autres, un attachement construit dans le temps. Et encore chez d'autres, une combinaison de fascination, de besoin de sauver, de sentiments de contrôle et de dépendance émotionnelle. Le mot reste le même, mais ce qu'il recouvre change profondément selon les histoires. Ce chapitre-là a pour but d'éviter des erreurs. D'abord la première, ce serait de tout romantiser, de montrer ces histoires comme si on pouvait aimer au-delà de tout. La seconde serait de tout mépriser, comme si chaque personne concernée n'était qu'une caricature sans profondeur. On voit autre chose, un éventail très large de situations allant de l'obsession froide à l'attachement durable, d'une fascination d'abord médiatique à une relation structurée sur plusieurs décennies. Et c'est seulement en acceptant cette diversité qu'on peut enfin traiter ce sujet honnêtement et de la bonne manière. Au fond, avec ce chapitre, je tiens à faire comprendre une chose. Parfois, et effectivement, il y a de l'amour. Parfois, de l'obsession, ou alors
autre chose, qui prend le langage de l'amour et qu'on catégorise comme amour parce que c'est le terme le plus proche qu'on a à disposition. Et dans certains cas, justement, c'est cette ambiguïté qui permet au lien de durer. Tant que la personne concernée peut appeler cela de l'amour, elle peut continuer à le défendre, à lui donner du sens et à tenir malgré tout ce que la situation a de choquant, de fragile, voire même pour la société autour, d'incompréhensible. On va se poser ici la question la plus inconfortable. Parce qu'à partir du moment où l'on admet que certaines de ces relations sont plus complexes que de simples obsessions, on se heurte à un problème moral extrêmement difficile. Peut-on aimer quelqu'un tout en rejetant totalement ce qu'il a fait? Peut-on continuer à voir une personne là où le reste du monde ne voit plus qu'un crime? Et si oui, jusqu'où cela reste-t-il compréhensible? À quel moment cela devient-il une forme d'aveuglement? Cette question est plus facile à poser qu'à résoudre, parce qu'elle ne recouvre pas une seule situation. Il y a d'abord les cas où l'attachement existait avant la révélation des crimes. C'est une configuration différente de celle des femmes qui écrivent à un tueur déjà célèbre. Quand une personne découvre, après des années de vie commune, que celui qu'elle aime menait une double vie, criminelle, le point de départ n'est pas le même. Il y a déjà une histoire, des souvenirs, une intimité, des habitudes et même une confiance ancienne. Dans ce cas, l'amour ne naît pas malgré le crime. Il lui survit, au moins pendant un temps. Et cette survie pose une question très humaine. Est-ce qu'on peut cesser d'aimer instantanément quand on découvre l'impensable? On peut avoir plusieurs exemples qui vont dans ce sens. Par exemple, l'épouse de Dennis Rader, le BTK killer, qui aurait découvert ses crimes après 27 ans de mariage. On peut aussi parler du père de Jeffrey Dahmer, qui a continué à aimer son fils sans approuver ce qu'il avait fait. Ou encore Arthur Shawcross, dont la femme et la compagne ont continué à le défendre. Et ce, après sa condamnation. Ces cas n'ont pas tous la même nature, mais ils montrent une chose simple. L'amour ne s'interrompt pas toujours d'un bloc, même face à l'horreur. Cela ne veut pas dire qu'il excuse, cela veut dire qu'il ne répond pas toujours à la logique morale immédiate que l'on aimerait lui imposer. Cette réalité dérange, mais elle n'a rien d'irrationnel en soi. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement adhérer à ce qu'il fait, c'est aussi être lié à lui par des années, par une mémoire commune, une version de cette personne que l'on a connue avant que tout ne s'effondre. Quand cette image entre soudain en collision avec la réalité de crimes atroces, l'esprit ne bascule pas forcément d'un seul coup. Il peut y avoir du déni, de la dissociation, de l'incrédulité, mais aussi de la honte, de la confusion. On peut continuer à aimer la personne qu'on croyait connaître tout en étant incapable d'accepter pleinement la personne qu'elle est réellement. Mais cette question ne concerne pas seulement les proches d'avant, elle concerne aussi celles et ceux qui, après les crimes, continuent à chercher autre chose que les crimes eux-mêmes. Dans certains témoignages, on voit apparaître l'idée. Oui, l'homme a fait des choses atroces, mais il n'est pas seulement cela. Il sait rire, parler, écrire, se montrer tendre, avoir de l'attention, créer un lien. Il peut donner l'impression d'avoir encore une part humaine, quelque chose d'accessible, qui ne coïncide pas entièrement avec l'horreur de son dossier. Et c'est précisément là que la situation devient moralement instable. Parce que cette part humaine existe parfois réellement, mais elle ne supprime rien. Elle coexiste avec le crime. C'est une difficulté essentielle à admettre. Beaucoup de gens aimeraient que les criminels les plus violents soient immédiatement reconnaissables en permanence, qu'ils soient monstrueux à chaque seconde, qu'ils n'aient plus aucun trait ordinaire, plus aucune qualité, aucune douceur apparente. Or, ce qui arrive, c'est souvent l'inverse. Un homme peut être un meurtrier et rester capable de charmer, d'écrire avec soin, de sourire, de faire sentir à l'autre personne qu'elle compte. Il peut même donner à certains proches ou correspondants l'impression sincère d'être aimé. C'est ce qui rend ce phénomène si dérangeant. Le crime n'efface pas automatiquement toutes les qualités relationnelles qui rendent quelqu'un attachant. Il les rend seulement moralement beaucoup plus difficiles à regarder. À partir de là, certaines personnes s'appuient sur une distinction très nette dans leur esprit. Elles peuvent condamner les actes tout en maintenant un lien avec la personne. En d'autres termes, je déteste ce qu'il a fait, mais je continue à aimer celui qu'il est pour moi. Une formulation qui choque, mais elle correspond à un mécanisme psychique réel. Elle permet de séparer deux niveaux qui, vus de l'extérieur, paraissent inséparables. D'un côté, l'homme privé, celui des lettres, de la relation. De l'autre, l'homme criminel, celui des preuves, des dossiers, des victimes. La personne qui reste attachée tente alors de maintenir la relation avec le premier en rejetant le second. Le problème, c'est que cette séparation n'est jamais stable. Parce qu'en réalité, les deux hommes n'en font qu'un. Et c'est là que se situe toute la tension morale du sujet. On peut comprendre la logique psychologique de cette dissociation, on peut même comprendre pourquoi elle aide certaines personnes à tenir, mais on ne peut pas oublier qu'elle repose sur une fracture artificielle. Le même homme qui écrit des lettres attentionnées est aussi celui qui a tué. Le même homme qui paraît doux en visite est aussi celui qui a commis l'impensable.
On peut donc saisir le mécanisme sans le valider moralement, car oui, comprendre quelque chose, ça ne veut pas dire l'approuver. Cette tension se retrouve dans le cas de Susan Atkins. James Whitehouse ne nie pas ce qu'elle a fait. Sa participation au meurtre de Sharon Tate fait partie des crimes les plus connus de l'histoire américaine. Pourtant, l'homme qu'il aime parle d'elle autrement. Il voit la personne qu'elle est devenue, la femme qu'il a connue, celle qu'il a encouragée, soutenue, et avec laquelle il a partagé 25 ans de lien. Pour lui, la question n'est donc pas seulement qu'a-t-elle fait, mais aussi qui est-elle devenue. Là encore, on touche à une tentative de maintenir une relation à une personne en refusant de réduire toute son existence à un seul moment, même si ce moment est d'une gravité extrême. La même logique apparaît chez Phoebe, mais sous une autre forme. Son mari est défini par un crime, une condamnation et des décennies de prison. Pourtant, ce qu'elle raconte, ce sont aussi des années de visite, des enfants, des espoirs de sortie, des moments heureux malgré tout. Dans son histoire, il n'est jamais seulement un dossier carcéral, il est aussi le centre d'une histoire affective longue, douloureuse, parfois belle pour elle. C'est précisément cela qui rend ce type de relation si difficile à juger depuis l'extérieur. L'autre n'est pas vécu comme une abstraction criminelle, mais comme une présence affective concrète qui a occupé une grande partie de sa vie. Cela dit, il faut rester clair sur un point. Aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il a fait n'est pas forcément impossible. Mais plus les crimes sont graves, plus cette distinction devient coûteuse psychiquement et fragile moralement. Car pour qu'elle tienne, il faut sans cesse maintenir une forme de séparation intérieure. Il faut continuer à voir l'homme de la relation sans être écrasé à chaque instant par l'homme du crime. Certaines personnes y parviennent, d'autres s'y perdent. D'autres encore finissent par minimiser les faits pour protéger le lien, et c'est souvent là que l'on glisse du maintien affectif à l'aveuglement. Au fond, ce chapitre ne peut pas répondre simplement à la question qu'on s'est posée, parce qu'il n'y a tout simplement pas de réponse. Oui, il est possible de continuer à aimer quelqu'un tout en rejetant ce qu'il a fait. Les proches de certains criminels en sont la preuve. Certaines relations longues en sont aussi la preuve, mais cette possibilité ne résout rien. Elle ne répare rien, elle ne rend pas la situation plus acceptable. Elle montre seulement que l'amour humain est parfois capable de survivre là où la logique morale voudrait qu'il s'arrête net. Et c'est précisément pour cela que ce sujet dérange autant. Il oblige à reconnaître que l'amour ne suit pas toujours les lignes claires qu'on aimerait lui donner. À ce moment de la vidéo, il serait facile de refermer le sujet sur les individus, de dire que certaines personnes sont plus fragiles, plus fascinées, plus vulnérables et qu'on arrête ici. Mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de finir les choses. Parce que si des criminels peuvent devenir désirables aux yeux d'une partie du public, ce n'est pas seulement à cause de la psychologie de quelques personnes, c'est aussi parce qu'ils évoluent dans un environnement social et médiatique qui les rend visibles, identifiables, presque familiers. Et cette visibilité n'est jamais neutre. Le premier élément, c'est la transformation du criminel en personnage public. Quand un tueur en série entre massivement dans l'espace médiatique, il ne reste pas seulement un nom dans un dossier, il devient un visage, une silhouette, une voix, une histoire racontée encore et encore. Son procès est suivi, des photos circulent, il y a même des documentaires qui lui sont consacrés. Des émissions reviennent sur son enfance, ses méthodes, son regard, etc. À force d'exposition, le criminel cesse d'être seulement un fait, il devient une figure. Et une figure, par définition, attire plus que ce qu'elle devrait. C'est là que la société joue un rôle décisif. Lorsqu'un meurtrier est traité comme un objet de récit permanent, il gagne une forme de présence qui dépasse ses crimes eux-mêmes. Il entre dans la culture populaire, son nom devient reconnaissable, son visage devient mémorisable, et son histoire devient racontable. À partir de ce moment-là, certaines personnes ne réagissent plus uniquement à la gravité de ses actes, elles réagissent aussi à sa place dans l'imaginaire collectif. Or, plus quelqu'un occupe de place dans l'imaginaire collectif, plus il peut susciter de la projection. Dans certains cas, le public a participé à faire de ces hommes des célébrités qu'ils ne méritaient pas d'être. Cette phrase est dure, mais elle pointe quelque chose de réel. Il existe une forme de starification du mal. Une starification qui ne repose pas sur l'admiration explicite de tous, bien sûr, mais sur le fait que certains criminels deviennent plus connus, plus visibles et parfois plus discutés que des milliers d'autres personnes qui n'ont rien fait pour mériter cette attention. Et cette notoriété suffit parfois à créer un pouvoir d'attraction. Le deuxième élément, c'est la confusion entre être célèbre et avoir de la valeur. Dans nos sociétés, la célébrité produit souvent un effet automatique. Ce qui est vu partout semble important. Ce qui est commenté partout semble avoir du poids. Ce qui occupe l'espace finit par paraître central. Cette logique est déjà problématique avec les célébrités ordinaires, mais elle devient beaucoup plus trouble lorsqu'elle s'applique à des criminels. Car ici, la visibilité ne vient pas d'un talent, d'une œuvre ou d'un accomplissement. Elle vient du scandale, de la violence, de la peur. Pourtant, l'effet psychologique
peut être le même. Certaines personnes finissent par ressentir qu'en se rapprochant de ce nom public, elles accèdent elles aussi à quelque chose d'exceptionnel. Cette logique se voit très bien dans l'idée que certains tueurs deviennent plus accessibles qu'une célébrité traditionnelle. Une personnalité anonyme n'a presque aucune chance d'entrer en contact avec un acteur mondialement connu. En revanche, elle peut écrire à un détenu célèbre, elle peut recevoir une réponse, installer une correspondance et peut-être même dans certains cas, construire une relation durable à partir de là. Cela crée une situation très particulière. Une figure publique extrêmement connue mais joignable, une figure dangereuse mais disponible sur le plan épistolaire, une figure redoutée par la société mais capable de répondre personnellement. Ce mélange de notoriété et d'accessibilité est très puissant. Le troisième élément, c'est notre consommation du crime comme récit. Les affaires criminelles ne sont pas seulement informatives, elles sont souvent racontées, structurées, dramatisées, découpées en épisodes, en révélations, en portraits psychologiques. On suit le tueur, son enfance, sa trajectoire, de sa capture à son procès, puis sa détention. On cherche à comprendre. On regarde des images, on écoute des témoignages, on s'installe dans une narration. Cela a une utilité quand il s'agit d'enquêter, de documenter ou d'analyser, mais cela crée aussi un risque. Plus le crime devient une histoire fascinante, plus le criminel peut, pour une partie du public, devenir le centre émotionnel du récit. Et c'est précisément là que le regard se déforme. Dans un récit criminel, les victimes devraient rester au centre moral. Mais dans la pratique, ce sont souvent les tueurs qui occupent l'espace mental du public. Ce sont eux qu'on reconnaît, eux dont on retient le nom, eux dont on se rappelle les photos, dont on parle pendant des années. Cette asymétrie crée un terrain favorable à la fascination. Non pas parce que la société admire les tueurs, mais parce qu'elle les expose tellement qu'elle finit par leur donner une densité symbolique exceptionnelle. Le quatrième élément, c'est le besoin contemporain d'intensité. Une relation ordinaire peut sembler banale. Un quotidien normal peut sembler fade. Or, une relation avec un criminel célèbre, enfermé, controversé, inaccessible au commun, a immédiatement une intensité dramatique. Elle donne le sentiment d'être unique. Elle coupe de la normalité. Elle place la personne dans une histoire hors cadre, sous tension, contre l'opinion commune, parfois même contre sa propre famille. Dans une culture qui valorise l'exceptionnel, l'extrême et l'émotion forte, ce type de lien peut prendre une puissance symbolique énorme. Il faut aussi parler d'un autre glissement, la confusion entre charisme et moralité. Certains criminels sont capables d'écrire avec intelligence, de séduire, de donner une impression de maîtrise, de confiance, d'intensité. Ils savent parfois très bien lire l'autre, flatter, se montrer attentif ou produire une sensation de proximité. Or, beaucoup de gens continuent à associer inconsciemment le charisme à une forme de valeur. C'est une erreur ancienne mais très répandue. Quelqu'un qui marque les esprits, qui attire l'attention, qui semble fort ou singulier, peut être perçu comme ayant quelque chose de supérieur, même quand cette force est entièrement détachée de toute qualité morale. Enfin, ce phénomène dit aussi quelque chose de plus dérangeant encore. Notre société a du mal à distinguer fascination et compréhension. Vouloir comprendre un criminel est légitime, c'est même souvent nécessaire. Mais à force de s'approcher, de raconter, de décortiquer, certains finissent par s'attacher au centre du récit. Là où l'analyse devrait produire de la distance, elle produit parfois de la proximité. Là où l'information devrait éclairer, elle peut aussi nourrir l'obsession. Et c'est ce point de bascule qui rend le sujet si délicat, parce qu'il montre que la fascination pour les monstres ne naît pas uniquement dans les esprits isolés, elle s'inscrit aussi dans une culture qui rend ces monstres visibles, racontables, presque familiers. Au fond, cette fascination parle donc autant de la société que des individus. Elle parle de notre manière de fabriquer des figures, de mettre en récit l'horreur, de confondre visibilité et importance, de transformer l'extrême en objet d'attention continue. Et tant que certains criminels seront traités comme des personnages centraux de notre imaginaire collectif, il y aura toujours une minorité pour les regarder autrement que comme des meurtriers, non pas malgré leur notoriété, mais en grande partie à cause d'elle. En conclusion, ce sujet ne donne pas de réponse simple aux questions qu'on se pose. Et c'est justement pour cela qu'il met autant mal à l'aise. Parce qu'on aimerait pouvoir dire qu'il suffit d'être fou, pervers ou fasciné par le mal pour tomber amoureux d'un criminel ou d'une criminelle. Ce serait plus simple, peut-être plus rassurant, facile à ranger dans une catégorie à part, mais ce que montrent les témoignages et les cas évoqués tout au long de cette vidéo, c'est quelque chose de beaucoup plus troublant. Dans la plupart des cas, les personnes concernées ne tombent pas amoureuses du crime en lui-même, elles tombent amoureuses d'une image, d'un lien, d'une place, ou alors d'une intensité. Cette image peut prendre plusieurs formes. Parfois, c'est celle d'un homme rendu fascinant par sa célébrité, un visage vu partout, un nom connu de tous. Parfois, c'est l'image d'un homme que l'on croit différent de ce que le monde voit en lui. Quelqu'un qu'on pense pouvoir comprendre mieux que les autres, approcher autrement. Ou encore, c'est l'image d'un être brisé que l'on pourrait sauver, réparer.
Et dans d'autres cas, c'est tout simplement l'image d'une relation intense, entièrement concentrée sur les lettres, le manque et le sentiment d'être unique pour quelqu'un. C'est pour cela que le mot monstre est à la fois juste et trompeur. Juste parce qu'il désigne la gravité des actes. Trompeur parce qu'aucune de ces relations ne se construit à partir d'un monstre au sens abstrait du terme. Elles se construisent à partir d'un homme qui écrit, qui parle, qui observe, qui peut même séduire. Mais le problème, c'est que cette part visible n'efface rien de ce qu'il a fait. Elle le rend simplement plus difficile à penser moralement. Elle permet à l'autre de nouer un lien là où, en théorie, tout devrait l'en empêcher. Au fond, ce que l'on découvre ici, c'est que beaucoup de ces relations reposent sur une dissociation. La personne libre ne s'attache pas frontalement au meurtre, aux abus, à la violence. Elle s'attache à autre chose qui coexiste avec tout cela. Une présence, le sentiment d'être choisi, l'envie de sauver. C'est cette dissociation qui permet au lien de se former. Et c'est aussi elle qui le rend si fragile, si contestable et parfois dangereux. La vérité, c'est que l'on ne tombe presque jamais amoureux d'un monstre, au sens brut. On tombe amoureux d'un récit qu'on s'est mis à croire, d'un lien qui prend toute la place, d'une intensité qui manque ailleurs, d'une mission, d'une image, d'une version partielle de l'autre rendue possible par la distance, par la médiatisation ou les propres blessures de celui ou celle qui regarde. Et c'est précisément cela qui rend le sujet si important, parce qu'il nous oblige à quitter l'idée confortable selon laquelle ces histoires seraient seulement absurdes ou marginales. Elles disent en réalité quelque chose de très profond sur la manière dont un être humain peut déplacer son regard jusqu'à faire passer l'inacceptable derrière autre chose. En fin de compte, cette vidéo ne parle donc pas seulement de criminels, elle parle aussi du besoin humain de projeter, d'idéaliser, de donner un sens, de croire qu'on voit ce que les autres ne voient pas. Elle parle de ce moment où l'image devient plus forte que le réel. Et quand cela arrive, le plus inquiétant n'est peut-être pas qu'un criminel puisse paraître aimable. Le plus inquiétant, je trouve, c'est de voir jusqu'où l'esprit humain peut aller pour continuer à aimer ce qu'il devrait fuir. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez compris tous les sujets que j'ai pu aborder au cours des différents chapitres. Personnellement, c'était un vrai plaisir de me plonger un peu dans ce côté psychologique. Moi-même, qui pouvais me poser la question, j'ai obtenu des réponses aux questions que je me posais. J'espère que vous aussi, vous avez eu une compréhension si vous vous posiez aussi la question, ou si vous vous êtes posé la question en regardant la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, me retrouver sur Instagram que je vous mets juste ici. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!